Donc, bonjour à tous, bienvenue d'être présents ce matin pour le deuxième webinaire de notre série de webinaires en interassociation, donc avec l'ANSTIA, le CUM et le CSIR. Je pense qu'on peut passer à la diapo d'après, Sophie. C'était celle d'avant. Voilà, donc pourquoi ces webinaires? On a inversé les deux diapos, mais bon, c'est pas grave. Donc, pourquoi ces webinaires? En fait, les webinaires sont partis d'une réflexion qui avait été engagée bien avant la crise sur les métiers du numérique au travers de nos trois associations professionnelles. Et donc, au départ, nous avions prévu d'organiser un hackathon des métiers qui devait se tenir à l'origine, à l'automne 2020. Donc, la crise sanitaire est passée par là. Donc, le projet s'en est trouvé stoppé. Et puis, dès janvier 2020, nous avons repris contact et recommencé nos travaux. Et donc, on s'est dit que ce serait intéressant de vous proposer une série de webinaires qui proposent une analyse de nos métiers avant et après la crise sanitaire. D'autant que tous les services numériques ont été très fortement mobilisés pendant cette crise et on a indiqué secoué, c'est un peu fort, mais c'est un peu vrai quand même. Et donc, on s'est dit aussi que nous avions quand même un certain nombre de problématiques qui étaient communes aux trois associations. Donc, l'objectif de ces webinaires, c'est de capitaliser et partager nos expériences respectives, qu'elles soient avant tout en tant qu'association, mais aussi dans nos structures, et sensibiliser nos gouvernances aux enjeux à venir. Alors, cette sensibilisation, qu'elle se fasse tant sur le point de vue organisationnel que sur le point de vue des outils et des infrastructures et sur l'accompagnement, sur les usages dans nos établissements. Donc, pour ce faire, voilà. Donc, nous avons programmé donc une série de webinaires. Donc, le premier webinaire a eu lieu le 8 juillet. Donc, c'était un webinaire qui était plutôt un webinaire d'introduction et qui abordait la traversée de la crise vue de l'intérieur des trois associations. Donc, aujourd'hui, on est donc sur le deuxième webinaire qui concerne l'impact de la crise sur les structures du numérique. Donc, ce webinaire-ci est plutôt, on va dire, à l'initiative du CSIR. Voilà. Donc, on vous propose le webinaire 3 le mois prochain, donc qui sera cette fois-ci plutôt orienté sur les outils du numérique. Celui-ci est plutôt porté par le CUM. Et puis, le dernier webinaire aura lieu le 2 décembre et celui-là concernera plutôt tout le volet accompagnement. Et donc, ce sera l'ANSTIA qui sera plutôt à la manœuvre sur celui-là. Bon, sachant qu'à chaque fois, bien évidemment, on a travaillé tous ensemble sur les différentes questions liées à ces différents webinaires. Et donc, l'objectif final, ultime, c'est de vous proposer, on l'espère, une journée en présentiel au printemps 2022 qui vous proposera donc une synthèse des différents sujets qu'on aura pu aborder sur les pendant 4 webinaires, voilà, pendant l'année. Donc, nous sommes bien dans le webinaire 2 qui concerne l'impact de la crise sur les structures du numérique. Donc là, on va se présenter. Voilà, donc je vais peut-être commencer. Donc, je suis Emmanuelle Vivier, donc je suis la présidente du CSIR et je suis aussi DSI de l'Université de Picardie-Jules Verne. Je peux continuer. Donc, je suis Pierre Solu, je suis un des deux vice-présidents du CSIR, je suis le DSI de l'Université d'Angers.
Si on continue avec le CUM, donc Claude-Isabelle Roux, je suis DSI du Crous de Paris et je suis présidente du CUM. Mais je dis, tu as ton micro coupé. Ah oui, on ne va pas faire de bruit. Mejdi Bouchlaghem, donc en charge des infrastructures à Sorbonne Université, des infrastructures physiques, hein, et donc vice-président du CUM. Sophie Guichard, moi je suis présidente de l'ANSTIA et je suis l'adjointe du directeur national du numérique du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Je ne sais pas si Sandrine est là. Ah, pardon. Bon, Jean-Marc de Félix, je suis DSI UN de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. On va continuer sur nos invités peut-être et on finira l'ANSTIA. Tu veux, Sophie, parce que je ne sais pas si Sandrine est là ou pas. Donc, on propose à Fabrice de se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Fabrice Mout, je suis le DSI de Sorbonne Université. Voilà. Merci d'être avec nous. Sur l'ANSTIA, je ne sais pas si Philippe est là ou Sandrine est là. Non, je crois qu'on a tout le monde. Ah, Sandrine. Oui, on est là. Bon, moi, je resterai plutôt en off, mais Sandrine Caram, donc je suis vice-présidente d'ANSTIA et je suis directrice adjointe du service compétences et formations où existe le Media Lab et le service d'innovation pédagogique de l'Université de Limoges. OK. Donc, on va passer à la diapo suivante. Donc, d'abord, merci à nos invités d'avoir accepté de répondre à nos questions et de témoigner au nom de leurs établissements. Dans les témoignages, donc, nous allons avoir 4 établissements. Donc, l'Université d'Angers. Donc, on s'était dit que c'était important de montrer un petit peu la volumétrie en quelques chiffres, la carte d'identité de l'établissement. Donc, Angers, 25 000 étudiants, 2 000 personnels. Donc, c'est Pierre Solu qui va témoigner pour Angers. Oui. L'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, donc carte d'identité 45 000 étudiants, 4 600 personnels. Donc, c'est Jean-Marc de Félix qui va témoigner. Sorbonne Université, 56 000 étudiants, 12 300 personnels. Donc, c'est Fabrice Moult qui va témoigner. Et Université Picardie Jules Verne, 32 000 étudiants, 2 500 personnels. Donc, c'est Emmanuel Vivier qui va nous faire son témoignage. Alors, dans les témoignages, on va commencer par une première question, parce qu'on est vraiment autour de l'organisationnel. Combien de structures sont liées au numérique dans votre établissement? Donc, est-ce que l'Université d'Angers peut nous présenter sa structuration? Tout à fait. Oui, avec plaisir. Donc, l'Université d'Angers est composée donc, de 2 entités autour du numérique. La première initiale, donc c'était la DDN, donc la Direction du développement du numérique. Donc, elle regroupe l'ensemble des moyens humains qui tournent autour des infrastructures, du domaine applicatif, de l'informatique de proximité et également donc les ingénieurs pédagogiques de l'université, sur lequel l'université a fait un effort en termes de renfort depuis quelques années. Et à côté donc de cette direction du développement du numérique, nous avons une deuxième direction qui s'appelle la DAV, donc la direction de l'audiovisuel, qui a été créée plus récemment, donc il y a 2 ans, et qui regroupe donc les moyens humains autour de l'audiovisuel, que ce soit pour la captation, pour la maintenance et pour la création. Voilà pour Angers. Merci Angers. Donc, Panthéon-Sorbonne, Jean-Marc. Oui, mais donc l'université Panthéon-Sorbonne est dotée d'une DSI UN, c'est-à-dire une direction qui regroupe à la fois la DSI et ce qu'on appelle les usages numériques, mais plus globalement l'aide à la pédagogie, le soutien à la pédagogie et l'audiovisuel. C'est à peu près 70 agents regroupés sur 5 pôles: l'infrastructure, les applications et services numériques, les ex-TIS, l'usage numérique, l'assistance de proximité et toute une partie administration. Merci Jean-Marc. Donc, Sorbonne Université, les structures liées au numérique?
Oui, alors juste avant, je vais faire un petit élément de contexte pour que vous compreniez comment c'est organisé. C'est-à-dire que Sorbonne Université est organisée autour de 3 facultés qui ont un certain nombre de points d'autonomie, notamment les parties pédagogiques. Donc la DSI, qui est une DSI de plein droit à Sorbonne Université, gère en réalité l'ensemble des infrastructures réseau, serveurs. Donc, on va collaborer avec un certain nombre de structures pour lesquelles je n'ai pas de responsabilité hiérarchique. Le deuxième point, c'est que tout ce qui est support à l'utilisateur, service et support, se retrouve dans les facultés. Donc, en substance, la DSI est en lien avec 6 entités, 5 ou 6 entités, ça dépend comment c'est organisé dans les facultés, qui sont soit liées à la pédagogie numérique, soit liées au support à l'utilisateur. Voilà. D'accord. Donc, dans les facultés, il y a vraiment une distinction entre assistance et pédagogie. Absolument. D'accord. Université Jules Verne Picardie. Oui, alors donc à l'université de Picardie Jules Verne, donc on a une direction des systèmes d'information, hein, donc qui intègre un certain nombre de pôles qui ont déjà été cités par mes collègues, et on a surtout donc un pôle qui a surtout été mobilisé pendant la crise, donc c'est le pôle qui s'appelle usage du numérique, dans lequel on trouve une cellule d'appui au numérique, mais qui n'intègre pas d'ingénieurs pédagogiques. Donc, on a dans cette cellule essentiellement des ingénieurs technopédagogiques et une cellule audiovisuelle. Et puis, donc, à côté de la DSI, on a à côté, c'est une structure différente, hein, donc on a un service d'innovation pédagogique qui dépend du pôle formation, et c'est dans ce service que sont positionnés les ingénieurs pédagogiques. Voilà pour le PJV. D'accord. Et donc, du coup, on va enchaîner, Emmanuel, sur comment ces structures sont-elles pilotées au sein de l'Université de Picardie? Alors, je vais commencer par les vice-présidents, hein. Donc, sur le numérique, on a 2 vice-présidents. Donc, on a un vice-président qui est en charge du numérique. Et on a une vice-présidente qui est en charge de la transformation pédagogique. Voilà, donc là, ce sont nos deux référents directs, on va dire, d'un point de vue politique. Ensuite, au niveau de la comitologie, donc on a un bureau des systèmes d'information, donc qui se réunit 3 ou 4 fois par an, qui intègre justement les vice-présidents, la DGS, le représentant du président et puis moi-même, donc qui arbitre de toutes les grandes décisions, les grands projets. Juste une question, le représentant du président, en plus des 2 VP, c'est quoi son rôle? C'est le VPCA? C'est quoi? Oui, c'est plus un VP moyen, voilà, pour tout ce qui relève des aspects peut-être un peu plus budgétaires et voilà. D'accord. Et puis, on a un COCONUP, ça fait toujours beaucoup rire quand je cite l'acronyme, donc qui est un comité de coordination du numérique pour la pédagogie. Donc, ce COCONUP, c'est vraiment pour gérer les relations entre la DSI et le service d'innovation pédagogique. Donc là, on est vraiment plus sur la coordination des aspects pédagogiques liés au numérique. D'accord. Donc, en fait, il y a vraiment un double pilotage entre pédagogie et DSI, avec une coordination, un organe de coordination. Du coup, pour Sorbonne Université, comment se passe ce pilotage? Nous avons un vice-président délégué. Vous m'entendez? Pardon. J'avais dit Sorbonne Université, mais c'est pas grave. Sorbonne, c'est très bien. Continue, Fabrice. Jean-Marc. Vas-y, Jean-Marc, vas-y. De toute façon, c'est compliqué. Il y a du Sorbonne partout. Oui. J'ai entendu Sorbonne, donc moi je pars au quart de tour. Donc nous avons un vice-président
délégué à la stratégie et aux innovations numériques, et donc qui sur le pilotage. Et sinon, je dirais que en fait, notre structure est pilotée par des responsables très impliqués dans la recherche de solutions et au sein de la DSIUN principalement. D'accord, donc c'est des copilotes du DSI en gros. Absolument. Absolument. Ok, et le lien avec la présidence, c'est essentiellement à travers le VP ou il y a aussi un lien direct avec le président? Il y a un lien direct avec la présidence et la direction générale et avec le VP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est une équipe nouvelle là, qui vient de se mettre en place, donc les choses se mettent en place petit à petit. D'accord, donc la comitologie n'est pas encore en place. Pas encore. D'accord. Merci Jean-Marc. Alors Fabrice, pour Sorbonne Université. Excuse-moi Fabrice. Donc pour les aspects de fonction support, c'est vraiment une coordination de la fonction support avec les équipes qui sont en faculté. Donc très honnêtement, c'est du travail au quotidien et ça se fait avec un de mes pôles qui est en charge de cette fonction-là. Donc voilà. On se réunit une fois par mois pour faire un état d'avancement des projets et des dossiers, mais c'est vraiment une gestion au quotidien. Avec la partie pédagogie numérique, c'est plutôt dans le cadre de projets qui sont constitués au gré du besoin exprimé. Et donc, il y a un vice-président numérique, un VP numérique, et il y a des vice-doyens dans les facultés qui sont en charge. Alors, ils ne sont pas forcément vice-doyens numériques, mais ils ont en charge une partie du numérique. Voilà. Donc, on est en lien avec le VP numérique une fois par semaine dans le cadre du schéma directeur qui est en place depuis la fusion, depuis 2018. Et on a un point hebdomadaire sur ces dossiers-là. Voilà. Et juste au niveau de la excuse-moi, pour la pédagogie, donc c'est le VPNUM et les vice-doyens. Et en termes de structure, c'est dans la DSI, j'ai pas non, relevé. Les équipes de pédagogie numérique ne sont pas dans la DSI, ce sont des équipes qui sont indépendantes, qui sont placées dans les facultés. Oui, d'accord. Voilà. Donc, on travaille avec eux en mode projet en réalité. D'accord, voilà. Ok. Merci. D'ailleurs, le dernier projet avec ces équipes-là a été d'intégrer et de prendre en charge le support exploitation des infrastructures qui sont derrière. Voilà. Par exemple, les plateformes Moodle sont installées par nous et sont paramétrées par les équipes pédagogiques. Et après, ils prennent en charge les enseignants dans le cadre du travail qu'ils ont à faire d'accompagnement des enseignants. Voilà. D'accord, merci. Alors, Angers, comment sont-elles pilotées? Alors, pour Angers, effectivement, donc on a deux vice-présidents. Donc, on a un vice-président qui s'occupe du numérique, mais pas seulement, puisqu'il est vice-président patrimoine, transition écologique et numérique, mais avec qui on a une relation très, très fréquente et très opérationnelle qui fonctionne très bien. Et on a un autre vice-président, une vice-présidente qui s'occupe de la transformation pédagogique. Donc, avec qui on travaille effectivement sur tous les aspects autour de la pédagogie et sa transformation, et avec donc l'équipe dont je parlais tout à l'heure à l'intérieur de la DDN qui s'appelle le LABUA, j'ai oublié de donner le nom. Voilà, donc ça fonctionne très bien avec ces deux vice-présidents sur les différents domaines dont ils ont la charge. Et en termes de commission, donc on a une CPN, une commission permanente du numérique, un petit peu comme à Amiens, puisque donc cette commission, sous la responsabilité du vice-président numérique, avec des représentants de l'ensemble des entités, de l'ensemble des conseils, l'ensemble des composantes, donc analyse, arbitre et émet des avis sur l'ensemble des projets autour du numérique, l'ensemble des demandes de subventions, des rénovations, des projets, et en particulier un avis sur le schéma directeur du numérique qu'on a mis en place donc sur 5 ans, depuis il est lancé depuis 3 ans sur 5 ans. Et donc cette commission émet des avis qui ensuite sont validés par le CA, bien sûr, mais qui a pris toute sa place effectivement au niveau du numérique, au niveau de l'université.
D'accord. Et alors, du coup, dans nos structures, on a en plus deux entités qui apparaissent, c'est le RSSI, le responsable sécurité système d'information, et le délégué à la protection des données. Et c'est vrai que c'est intéressant de savoir dans chacune de vos structures comment est-ce qu'ils sont positionnés. Alors, on va commencer par toi, du coup, Pierre, pour faire le cycle inverse. Très bien, sur la lancée. Donc, au niveau danger, donc on a un RSSI qui est donc positionné à l'intérieur de la DDN. Donc, c'est pas exactement les recommandations habituelles, mais c'est le choix qui a été fait à Angers. Donc, le RSSI est à l'intérieur de la DDN et moi, en tant que DSI, je suis RSSI adjoint, mais on va renforcer cet aspect-là avec un recrutement qui va être lancé prochainement de manière à renforcer le RSSI qui n'est pas sur cette fonction à temps plein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de la charge de travail que le RSSI doit assumer, il est important de renforcer ça par rapport effectivement aux risques qui sont de plus en plus présents au niveau du ransomware, au niveau des problèmes de sécurité. Donc il y a un effort conséquent qui est en train d'être fait sur cet aspect-là. D'accord. Et sur le DPD, tu veux que je oui. réponde maintenant? Oui. Donc sur le DPD, donc, l'université a fait le choix donc, de nommer un DPD au niveau du service juridique. Donc c'est l'ancien responsable du service juridique qui est devenu DPD à temps plein, rattaché à la direction des affaires générales. Donc au niveau des services centraux, mais hors de la DDN. D'accord, donc RSSI dans la DSI, DPD hors de la... Et du coup, les liens entre le service, enfin ce DPD et le RSSI? Alors, on travaille bien évidemment en coordination entre les deux entités. Il y a une comitologie ou pas encore? Alors, on essaye de la mettre en place. Ça se met en place petit à petit. C'est vrai qu'il y a quand même un manque de temps disponible par rapport au Covid et par rapport à la période chargée que nous rencontrons tous, qui fait que ça se met en place pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Le DPD, il est à temps plein ou Oui. Il est à temps plein DPD? Oui. D'accord, intéressant. Merci Pierre. Donc du coup, on va demander à Sorbonne Université de Fabrice de nous présenter le positionnement du RSSI et celui du DPD et voir les liens. Alors, pour nous, RSSI et DPD sont deux maîtrises d'ouvrage. Donc, j'ai à mon arrivée demandé à ce que le RSSI ne soit plus dans la DSI, parce qu'on avait, ça générait effectivement, c'est jamais très simple d'avoir une maîtrise d'ouvrage à l'intérieur de son organisation. Donc, le RSSI est placé auprès du DGS. Il est fonctionnellement rattaché au président, comme dans toute organisation. Donc, en fait, à l'AQSSI, pour parler le vocabulaire des gens de la sécurité. J'ai été RSSI quelques années, donc voilà, ça m'aide. Donc, il est placé auprès du DGS et en lien avec le RSSI. Et le délégué à la protection des données. Actuellement, nous avons fait le choix d'externaliser la fonction. C'est-à-dire que c'est un consultant qui est notre DPD. Et donc, si on réinternalisait cette fonction, elle serait rattachée à la direction des affaires juridiques, compte tenu du type de dossiers qui sont à traiter. Voilà. On estime actuellement qu'effectivement, on est un petit peu comme d'autres. On est sur un équivalent temps plein pour le DPD, notamment un certain nombre de commissions ont été mises en place à Sorbonne Université qui sollicitent énormément le DPD. Et pour le RSSI, on est globalement à la même chose, aussi un équivalent temps plein à assurer, à assumer. Voilà. Et du coup, le lien avec le RSSI et la DSI? Donc, comme historiquement les RSSI étaient au sein de la DSI, il n'y a pas de comitologie qui était vraiment en place. Donc, je suis un peu comme les autres, c'est-à-dire qu'on travaille à mettre en place une comitologie structurée sur lesquelles on puisse discuter de sujets de sécurité. Il n'empêche que les sujets vraiment de sécurité au sens SI du terme sont traités et qu'on a les éléments d'information pour pouvoir avancer. Voilà. Mais il n'y a pas de comitologie, il faut la mettre en place. D'accord. Au niveau de Panthéon Sorbonne, Paria.
Eh bien, en ce qui nous concerne, les deux fonctions RSSI et DPO sont structurées autour de la même personne qui est positionnée à la DSIUN, mais qui a un lien direct avec la présidence pour ce qui concerne en particulier tout ce qui est RGPD, et, la fonction DPO, plus globalement. Alors c'est clair que c'est une lourde tâche pour une seule personne, et donc on est en train de renforcer l'équipe aujourd'hui constituée d'une personne. On a un alternant et on a effectivement des demandes pour renforcer cette fonction qui est en charge de travail croissante en permanence. C'est un alternant, tu dis, qui fait ça, ou j'ai pas bien compris? Nous sommes en train de recruter un alternant pour aider la seule personne qui est en charge. Et justement, alors la question qui me vient là, c'est un poste d'IGE, d'IGR, de CDD, CDI? C'est un IGR actuellement, D'accord. le RSSI DPO. Et c'est un IGR à temps plein sur sa charge du RSSI DPO. D'accord. Merci. Au niveau de l'Université de Picardie? Donc, on a un RSSI, un RSSI adjoint qui sont rattachés à la DSI. Bon, le RSSI a bien entendu une lettre de mission qui émane du président. Pour autant, ce ne sont pas des temps pleins, hein, donc ils ont une charge à côté de la fonction de RSSI à assurer au quotidien. Donc ça, je pense que c'est quand même une vraie problématique. Donc je pense qu'il y a un manque de postes à ce niveau-là, au niveau de l'établissement. Au niveau du DPD, donc, il est rattaché à la direction des affaires générales et juridiques. Donc, on travaille relativement de manière fluide avec le DPD, même s'il n'y a pas de comitologie qui a été mise en place réellement. Un point important, c'est quand même que nous en sommes déjà au 2e DPD depuis la mise en place du RGPD et que la DPD actuelle est sollicitée sur d'autres aspects, puisque au départ, c'est une juriste. Donc, elle n'a pas un 100% à consacrer à la fonction de DPD. Ouais. Je pense qu'il ne doit pas être le seul établissement dans ce cas-là. C'est important de le souligner. Oui, c'est important de le souligner, de ne pas laisser croire que en fait, c'est si facile que ça à mettre en place au sein de nos établissements. Et du coup, le lien entre le DPD et les RSSI, il y a une comitologie où là aussi, c'est quand même difficile à mettre en place, étant donné qu'il n'y a pas de temps plein dessus. C'est ce que j'ai dit, hein, il n'y a pas réellement de comitologie établie. Pour autant, on travaille beaucoup ensemble, hein, nécessairement. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de formalisé. Et je dirais que c'est aussi le DPD lui-même, enfin la personne qui décide un petit peu du périmètre de son action. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommageable. D'accord. Donc, on va passer, je pense qu'il faut que j'ai le maître du temps qui me rappelle l'horloge. Alors, on va enchaîner sur l'organisation, savoir si elle a permis de gérer facilement la crise sanitaire. Et je pense qu'Emmanuel, tu peux commencer à nous dire ce qui s'est passé dans ton établissement. Oui, alors bon, donc je l'ai dit tout à l'heure, on a quand même deux structures qui gèrent le numérique. Donc, je pense comme dans beaucoup d'établissements, on a mis en place des cellules de crise à l'occasion de la crise sanitaire. Donc, une cellule plutôt stratégique dans laquelle ont été associés largement les vice-présidents en charge des questions numériques, mais pas que. Hein. Il y avait aussi les vice-présidents en charge de la formation. Et puis, une cellule de crise qui était plus opérationnelle et qui visait à faire travailler ensemble le plus efficacement possible les deux structures en charge du numérique. Donc, sur la partie DSI, évidemment,
on a été énormément sollicité, hein, comme chacun d'entre vous. Enfin, je pense que c'est général. Donc, on a été très sollicité sur la mise en place des outils nécessaires à la gestion de la crise, surtout lors du premier confinement. Donc, VPN, plateforme de visioconférence qu'on a mise en place dans l'urgence à base de Big Blue Button. On a aussi énormément travaillé sur la gestion de la charge de nos Moodle, hein, pour tenir la charge des évaluations qu'on a dû mettre en place très rapidement pendant le premier confinement. Donc, au niveau de la cellule de crise opérationnelle, voilà, donc on a dû vraiment mettre en place des outils qui nous ont permis de travailler ensemble plus efficacement, puisqu'on n'était pas sur un même lieu géographique. Enfin, puis de toute façon, on n'était pas là du tout, donc forcément, il a fallu faire quelque chose. Donc, on a mis en place un outil de messagerie instantanée, hein, qui était Mattermost, qui nous a énormément servi pendant la crise, à la fois sur le lien avec le service d'innovation pédagogique, mais aussi en interne de la DSI. C'est vraiment un outil qui nous a vraiment bien dépanné au quotidien. On a mis en place des adresses de contact dans lesquelles on avait mis en commun les équipes, puisque avant la crise, on était plutôt chacun sur nos périmètres. Avec la crise, on a vraiment essayé de travailler en commun pour essayer d'apporter des réponses les plus rapides possibles. Et puis, on a mis aussi en place des tickets d'assistance pour la pédagogie, parce que pas quelque chose qu'on faisait auparavant. Et compte tenu du nombre de demandes à gérer, il a vraiment fallu qu'on organise… Emmanuel, il faut que tu ailles plus vite là. D'accord, je me dépêche. Et on a travaillé sur la mise en place de webinaires. Hein, voilà. Merci. Bon, alors, on va demander à Pierre si tu peux enchaîner sur l'organisation dans ton établissement. D'accord, donc effectivement, à Angers, on a mis en place des solutions assez similaires à ce qui vient d'être dit, avec effectivement deux cellules de crise, une plutôt stratégique, effectivement, avec la gouvernance de l'université, et puis une plus opérationnelle, effectivement, au niveau de la mise en place de l'ensemble des projets qu'il fallait mettre en place dans un délai extrêmement court, effectivement, avec des représentants des deux directions que j'ai nommées en début, donc la DDN côté numérique et puis la DAV côté audiovisuel. Donc ça a très bien fonctionné. Je pense qu'il y avait un sentiment d'urgence qui était partagé par l'ensemble des décideurs d'une part et des agents qui ont été sollicités. Et donc du coup, dès que les décisions étaient prises, et elles étaient prises très rapidement, il y avait une mise en œuvre qui s'est réalisée de manière très efficace avec une implication de l'ensemble des agents concernés très forte. Donc ça, c'est quelque chose qui a permis que les choses avancent très vite. Il y a deux autres éléments qui ont permis que les choses fonctionnent très bien. La première, c'est l'implication de nos gouvernances qui, chaque fois qu'on a eu besoin de moyens financiers pour accompagner, donc, ont permis effectivement et de débloquer les moyens et de débloquer ces moyens dans des délais très courts. Donc ça, c'est quelque chose qui a été primordial dans la mise en place des solutions. Et le deuxième aspect, c'est la partie marché public. On a eu un certain nombre de dérogations et d'allègements de procédures de marché public qui nous ont permis d'aller très vite. Et ça a été précieux aussi pour pouvoir répondre très rapidement aux besoins de nos usagers et aux demandes de nos gouvernances. Voilà. Effectivement, intéressant tout ça. Fabrice, donc au niveau de Sorbonne Université et de l'organisation face à la crise. Alors, a-t-elle permis de gérer facilement la crise? Oui. Voilà. Bon, c'est vrai que les autres ont été… Ça, c'est court. Les autres ont bien parlé, mais bon, il reste de la place pour Sorbonne Université. Je fais exprès. Le fait d'avoir une structure, la DSI, qui était en charge de ça, a effectivement grandement facilité le travail, puisque on est comme les autres. Hein, on avait une cellule de crise plus stratégique, où vous aviez les VP concernés, le DGS, le président, voilà. Donc, ça, c'était… Et puis, donc, du point de vue de la DSI, j'ai mis en place une cellule plus opérationnelle pour traiter l'ensemble des dossiers. Donc, effectivement, le fait d'avoir une seule structure facilite grandement les choses.
même si le pendant, c'est que le stress et la responsabilité étaient non négligeables derrière. Donc, on est quand même sorti de la crise un petit peu fatigué de la situation. Voilà. Ce qui fait que quand même, c'est vrai, pas uniquement de mes équipes, hein, c'est vrai d'à peu près tout le monde. Voilà. Donc, ce qui nous a fortement aidé, c'est bien entendu les aménagements, comme ils ont été dit, sur les marchés publics, les commandes, qui ont permis d'aller très très vite à des endroits où on aurait pu mettre 6 à 8 mois avant de pouvoir dépenser les choses. Donc, ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble des mesures qui ont été prises à tous les étages et qui font que ça se gérait facilement. Le point le plus important qui a été à gérer en réalité, ça a été rassurer nos utilisateurs face à la crainte de pénurie, d'accès à distance et de capacité à ce que nos infrastructures tiennent le choc. Elles ont tenu le choc. On a, pendant cette période, installé des nouvelles solutions. Donc, pour ne la citer que elle, notre application qui est l'équivalent d'un Drive, qui est construit sur du Nextcloud et de l'OmniOffice. On a mis en place, en sortie de crise, mais très vite en prévoyant le deuxième confinement, des webinaires couplés à Moodle pour faciliter l'hybridation des cours. Voilà. Tout ça, ça s'est fait et ça s'est construit pendant les phases de crise et pendant les phases de confinement qu'on a eu à gérer. Voilà. Donc, c'est vrai que ça nous a aidés. Merci. Effectivement, on verra plus tard tout le post-crise. Jean-Marc, pour oui. Sorbonne, Panthéon Sorbonne. Beaucoup de choses ont été dites, hein, effectivement, mais je dirais que pour ce qui nous concerne, c'est surtout en fait la très forte implication des personnels de la DSI-UN qui a joué un grand rôle et qui a été unanimement reconnu par l'ensemble de l'université, parce que, comme vous l'avez rappelé, on a été obligé de mettre très vite un certain nombre de solutions, d'accompagner les utilisateurs, de les rassurer, de trouver d'ailleurs des solutions innovantes. Hein. Juste pour information, on avait entamé la mise en place de dispositifs en fait de captation audiovisuelle dont on voyait pas au départ vraiment l'usage qu'on en aurait. Enfin, en tout cas, on voyait pas un rythme d'utilisation rapide. Ça nous a permis, grâce à cet embryon de système, de déployer très rapidement un dispositif qu'on a appelé amphi virtuel et qui permettait d'assurer la diffusion en simultané et en direct de l'ensemble des ports d'amphi. Donc tout ça a été mené rapidement, quelquefois d'ailleurs avec des réactions du côté du monde enseignant, où notamment on avait une première version sur laquelle il n'y avait pas la possibilité d'adresser uniquement aux étudiants concernés les cours qui leur étaient adressés, donc il y avait eu quelques crispations, mais globalement, je dirais qu'il y avait deux choses importantes, à la fois l'implication de tous les personnels de la DSI, parce que tout le monde était concerné, hein, aussi bien le support à la pédagogie, mais également les supports de proximité, les collègues qui travaillent sur l'infra, les applications de domaine applicatif pour intégrer les solutions, effectivement souvent des solutions en mode SaaS dont on avait besoin, et puis surtout un soutien de la gouvernance lorsqu'il y avait effectivement des problématiques en termes de communication qui étaient tout à fait importantes. Très bien, merci Jean-Marc. Donc on voit qu'il y a une certaine agilité sur cette organisation. Donc on va aller un peu plus vite sur l'organisation post-crise. Et donc, du coup, Jean-Marc, tu vas enchaîner nous dire rapidement si elle a été remise en question ou pas. Non, cette organisation, à notre sens, a fait la preuve justement de sa capacité à intervenir, y compris dans des situations de crise et d'urgence, et donc elle n'est pas remise en cause. Par contre, il y a deux choses qui sont importantes, c'est qu'on s'est aperçu on a un petit peu évoqué des fonctions qu'il fallait qu'on renforce. La sécurité, le support auprès du domaine pédagogique également, parce que c'est des domaines qui sont vraiment importants.
Donc ça, effectivement, je crois que c'est bien compris. Et puis il y a aussi d'autres domaines un peu indirects qui sont à notre avis à faire un peu bouger. C'est notamment l'évolution du rôle des appariteurs qui doivent aujourd'hui évoluer vers des fonctions proches de l'audiovisuel, sur lesquelles il y a vraisemblablement un certain nombre d'accompagnements et de formations pour développer leurs compétences dans ce domaine. Très bien, merci. Et donc, à Sorbonne Université? Non, ça n'a pas été remis en question, ça a même été plutôt renforcé puisqu'on a démontré en sortie de premier confinement, y compris qu'on était capable d'installer des nouveaux services pendant les phases de confinement. Donc, 100% de mes équipes étaient en travail à distance. Donc, voilà. Ça a même aussi renforcé l'intérêt du schéma directeur numérique, parce qu'on est comme d'autres sous-schémas directeur numérique. Il avait seulement été conçu dans une vision très malléable, c'est-à-dire d'être capable de réorienter des crédits en fonction de situations exceptionnelles. Ça a été le cas. On a réorienté des crédits du SDN face à la crise et ce qu'on avait à acquérir. Et donc, ça a été plutôt un renforcement de la vision de l'organisation et des moyens qu'on s'était donnés pour faire les choses. Voilà. D'accord, merci. Du coup, Angers? Alors, sur Angers, effectivement, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. Pour compléter, effectivement, nous aussi, on est resté avec l'organisation en termes de structure qui était déjà existante avant la crise. Par contre, c'est vrai qu'au niveau des usages, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. D'une part, effectivement, au niveau du télétravail, on avait une mise en place du télétravail qui était peu appliquée parce que la gouvernance, effectivement, n'avait pas mis ça en place. Il y avait une expérimentation, mais pas encore de déploiement massif. Et là, effectivement, c'est le cas. Et avec donc une mise en place du télétravail qui se met en place dans des bonnes conditions, avec un retour des agents, mais aussi des managers tout à fait positifs par rapport à cet aspect-là. Donc ça, c'est quand même un aspect très positif. Sur les autres aspects, effectivement, il y a quand même l'aspect soudé entre les équipes qui s'est mis en place dans la période de crise, elle reste dans le post-crise. Donc ça, c'est un aspect positif. On a appris à travailler ensemble de manière très, très importante et plus fluide, et en particulier avec des outils numériques qui perdurent. Il y a beaucoup de réunions qui se faisaient en présentiel qui ont été basculées en visio pendant la crise et qui restent en visio. Et effectivement, ça permet quand même un gain d'efficacité et de temps et de suppression de déplacement qui est très important. Et ça, c'est quand même un point très positif. Et il y a un troisième aspect, c'est toute la partie dématérialisation, c'est-à-dire comme on a été obligé de dématérialiser beaucoup de documents pendant la phase de crise parce que les gens n'étaient pas là, il y a un certain nombre d'aspects qui vont rester dématérialisés dans les procédures autour de la DRH, etc., qui vont rester en dématérialisé. Et ça paraît quand même un aspect positif également. Merci Pierre. Donc Emmanuel pour l'Université de Picardie. Je ne vais pas redire ce qu'ont déjà souligné mes collègues, mais moi je dirais que quand même, d'une manière générale, le numérique a pris une place beaucoup plus importante au niveau de la stratégie de l'établissement. Je pense que la réactivité dont on a fait preuve pendant la crise a eu vraiment un impact très positif sur l'image du numérique et des services qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc ça, je pense que c'est quand même un point très, très important. Et puis, oui, je voulais revenir sur l'évolution des pratiques, puisque j'en ai déjà un tout petit peu parlé tout à l'heure, mais on a vraiment basculé dans un accompagnement différent, mais ça, je pense qu'on y reviendra dans le webinaire numéro 4. Mais là, chez nous, c'est très clair que les formations à distance ont pris le pas sur les formations en présence et que les formats webinaires très courts sont aussi passés davantage dans les mœurs et répondent plus à une attente à la fois de la part des enseignants, mais aussi des personnels.
Merci. Donc, si on peut résumer quand même dans vos différents témoignages, c'est vraiment le numérique devient de plus en plus stratégique et pris en compte par la gouvernance. Un aspect collaboratif quand même accru entre les équipes. Une agilité, forcément, parce que là, il a fallu faire vite avec une implication des équipes et puis une reconnaissance finalement de ces équipes. Donc, on va poursuivre. Si je peux me permettre, oui. si je peux me permettre, en ayant écouté les autres, ce qu'a aussi démontré cette crise, c'est deux choses. C'est que l'usage en fait du non dématérialisé pouvait devenir un frein et un blocage au fonctionnement des structures. Donc, les gens sont beaucoup plus ouverts à faire du numérique. Mais aussi, parce que c'est arrivé dans certains cas, que l'abus de numérique pouvait aussi générer des difficultés. Donc, il faut savoir aussi équilibrer l'ensemble des choses. Voilà. Merci Fabrice. Donc Sophie, tu peux nous faire, on va enchaîner sur le retour de l'enquête ANSTIA par rapport aux structures. Oui, alors là, nous, au sein de l'ANSTIA, on a fait une enquête au premier semestre 2021 parce qu'on avait besoin d'avoir une cartographie précise de qui sont nos membres en 2021. L'association ANSTIA est une association qui a grossi et qui a explosé récemment avec de nombreux recrutements dans les services. Et on a fait une enquête donc, qui a été envoyée qui a été ouverte du 15 janvier au 1er juin. Nous avons obtenu 682 réponses, ce qui fait un taux de réponse de 85% par rapport aux adhérents ANSTIA qui étaient inscrits à cette période-là. Donc là, je vous présente une seule diapo. L'enquête a été présentée à tous nos membres ce mardi, il y a 2 jours, et elle va être diffusée dans divers canaux très prochainement. Mais là, on avait donné juste les premiers chiffres à nos membres. Et voici la présentation des différentes structures du numérique dans desquelles sont membres nos adhérents. Donc, c'est vraiment la population ANSTIA, les 682 membres ANSTIA. Et là, vous voyez, donc la question, c'était dans quelle est l'entité à laquelle est rattaché le service dans lequel vous travaillez. Et vous voyez qu'il n'y a pas de chiffres qui sortent vraiment du lot. On va retrouver des pourcentages qui sont semblables, on va dire. Alors, des personnels qui sont directement rattachés à la Direction générale des services, à la DSI, à la Direction du numérique ou assimilé, Direction des études de la vie universitaire ou assimilée, la com, les services universitaires de pédagogie, directement rattachés à des vice-présidences, au service logistique et patrimoine, là c'est plutôt pour la partie audiovisuelle. Et dans autres, on va trouver aussi directement des gens qui sont rattachés à des UFR, à des UF, à des directions de la formation. Et donc ça, pour nous, c'était important d'avoir cette cartographie. Donc là, on a eu 4 exemples de 4 établissements et on a vu que dans 4 établissements, c'était différent. Et nous, on nous pose souvent la question à l'ANSTIA, on veut faire quelle est la structure idéale pour créer dans notre établissement, et on voit bien là qu'il n'y a pas de structure idéale. Donc ça, c'est peut-être une enquête qu'il faudrait qu'on creuse un peu plus précisément en interasso pour avoir une cartographie plus précise des structures. Mais bon, on sait aussi que les structures, ça va, ça vient, que les cycles d'organisation et des réorganisations sont parfois assez fréquents. Donc, c'est un peu difficile d'avoir des photographies très précises de nos structures du numérique. Mais voilà, là, c'est au moins des données chiffrées. Et puis, bon, si vous êtes intéressé par le résultat de l'enquête qui concerne les membres de l'ANSTIA, on pourra la fournir plus tard. Je ne sais pas si tu veux que je complète, mais j'essaye de rattraper le temps, Claude-Isa. Oui, moi je vois qu'il y a beaucoup qui sont rattachés directement à la Direction générale des services. C'est étonnant quand même. Oui, pour nous, ça a été une surprise. On ne pensait pas avoir ce type de répartition. Donc là, les personnels dont on parle, ce sont pour la grande majorité des ingénieurs ou techniciens audiovisuels, images et son, ce sont des ingénieurs pédagogiques. Ce sont des personnels qui sont des chefs de projet innovation pédagogique, transformation pédagogique. À l'ANSTIA, nous avons quelques enseignants aussi qui sont en direction de structure ou de service. Donc, ça permet aussi d'avoir peut-être une lecture un peu plus facilitée de cette répartition. D'accord. En tous les cas, c'est une enquête très intéressante. Ouais. Et je pense qu'effectivement, dans le cadre interassociatif,
ce sera intéressant de creuser cette piste On en avait des parlé, métiers. hein, voilà. On en avait parlé, c'était un des objectifs du hackathon, donc je pense que et maintenant, ça a toute sa place, mais bon, c'est quand même pas simple à mener comme type d'enquête parce qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs dans chaque établissement, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu me dis si je switch? Ouais, vas-y. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est 4-5 minutes, parce que le temps c'est un peu réduit, sur et vous, dans vos établissements, comment ça se passe? Donc, on va ouvrir un petit sondage WooClap. Vous avez le lien ici, alors sur vos téléphones ou sur... dans la discussion, on peut le mettre dans la discussion. On peut le mettre dans la discussion. Je vais vous afficher ici. Vous avez un QR code que vous pouvez scanner. Je pense que vous le voyez là. Vous voyez le lien? Donc, et le lien et le QR code. Et si vous voulez bien nous dire quels sont les types de structures, le nom des structures, hein, c'est juste pour qu'on voit un peu la diversité. Ça devrait normalement étayer le discours que l'on vient d'avoir. Est-ce que c'est bon pour le lien? Est-ce que je vais switcher pour savoir s'il y a déjà des gens qui donnent des réponses? Pour le moment, j'ai personne. Je reviens sur le lien. Tu peux pas le mettre? Ah, voilà, super. La question apparaît fermée. Ouais. Je viens de le relancer. Ah, d'accord. Là, allez-y. Voilà. Comme j'étais en veille, ça s'était fermé, désolé. Et là, on va pouvoir faire un choix des meilleurs acronymes du monde aussi, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont être intéressants. Vous voyez, ça s'affiche, hein, les résultats? C'est bon? Oui. Okay. Tout ça, on les repartagera, hein, il faudra... Bon, il y a déjà quelques réponses. Je ne sais pas, je te laisse prendre la main, Claudisa, pour finir. Oui. Moi, je n'ai pas répondu, du coup. Je répondrai après. Après, c'est vrai qu'il y a des acronymes qui ne parlent pas forcément, mais en gros, qu'il y a de l'audiovisuel et des directions spécifiques. Ça reste encore beaucoup DSI, hein, quand même. Je pensais pas, moi, je m'attendais plutôt à des NUM ou des SIUN, mais il y a encore beaucoup DSI. Oui. Donc, il y a quand même 25 participants. Après, donc là, a priori, il y a 25 participants, 25 cas de figure. Voilà. 25 solutions différentes. Non, mais c'est assez logique parce que ça dépend de la taille de nos établissements, ça dépend de la politique menée par les établissements. On l'a même vu tout à l'heure au niveau des vice-présidences, c'est pas la même chose. Donc bon. Puis on a vu que ça a évolué dans le temps aussi, hein. C'est-à-dire que... Bien sûr. Voilà. Alors moi, il y en a un, j'aime bien, c'est Sun. Ça, c'est pas rien, non? Je suppose, service des usages numériques. Oui. Absolument. Ok, c'est plutôt VP NUM, d'accord. Nous avons un VP avec nous. Ok, on peut peut-être continuer sur le... Oui, parce qu'il est 26, si on veut tenir le timing. Ouais, donc voilà. Tu veux en parler, Emmanuel, peut-être sur cette on a peut-être 2 minutes, voilà, 2-3 minutes, si quelqu'un veut témoigner. L'idée, c'était peut-être de vous faire témoigner via l'espace questions-réponses s'il y a des choses que vous aviez envie de partager qu'on n'aurait pas évoquées tout à l'heure lors des témoignages. Donc là, l'idée, c'était plutôt de vous donner la parole pour nous partager d'autres retours ou des choses un petit peu différentes de ce qui a déjà été dit. Bon, on a déjà dit pas mal de choses quand même en même temps.
C'est vrai, c'est vrai. On a été bavard, il paraît, mais… J'ajouterais quand même que derrière tout ça, on n'en a peut-être pas parlé, mais il y a eu la reconnaissance de la gouvernance via des primes qui ont été données pour tout le travail qui a été fourni lors de cette période. Donc ça, en effet, on n'avait pas abordé ce sujet-là, mais il y a quand même une reconnaissance à travers tout ce travail. Et ça fait du bien pour tous ceux qui ont œuvré. Oui, effectivement. Bon, j'ai l'impression qu'on a été exhaustif. Hein. Voilà, et en attendant d'avoir des questions, si vous voulez, on peut passer à la dernière diapo. Slide. Et là, à nouveau, un petit sondage pour nous aider à améliorer le format de ces webinaires. Donc, c'est le même lien que tout à l'heure. Je re-switch, je te laisse commenter, Emmanuel. Oui, là, c'est vrai que le premier webinaire, c'était plus un webinaire d'introduction au mois de juillet. Donc là, aujourd'hui, c'était un webinaire dans lequel on rentrait un peu plus dans le vif du sujet sous le prisme des structures. Et voilà, on aimerait bien avoir un petit peu votre ressenti sur ce qu'on propose, savoir si ça vous paraît intéressant, s'il faut qu'on continue, s'il y a des choses qu'on pourrait intégrer qui vous sembleraient importantes. Voilà, c'était un peu l'idée. Sur le format, sur le rythme, sur tout ce que vous voulez. Alors ça, les deux réponses, oui, on les valide 100% et ça sera pour le printemps 2022. Voilà. De la présence. Oui, pareil. De la présence pour ceux qui participent aux assises du CIR, c'est imminent puisqu'on va se retrouver dans quelques jours maintenant. Mais oui, on a prévu cette fameuse journée en présence au printemps. Et on a aussi besoin de témoins à chaque webinaire. Donc là, on a des collègues qui se sont proposés et je pense que c'était assez intéressant de partager ces retours d'expérience. Donc à chaque webinaire, l'idée, c'est d'avoir des retours d'expérience et des témoignages. Donc on va vous ressolliciter pour la suite de la série. D'ailleurs, merci Jean-Marc et Mejdi, tu remercieras Fabrice qui a dû nous quitter parce qu'il enchaînait sur une autre réunion, d'avoir témoigné. Bon, on renouvelle nos remerciements à Emmanuel et Pierre qui s'y sont collés. C'est vrai que là, pour ce webinaire de rentrée, le timing était un petit peu contraint avec les charges de travail qu'on a les uns et les autres. Donc, c'est vrai qu'on essaiera de lancer les appels à témoignages un peu plus en amont. Voilà. Alors, moi, je vois un truc qui arrive, c'est court. Est-ce que 1 heure, ça convient? Parce que… en même temps, il y a bonne durée. Donc, voilà, bonne durée, court. Donc, justement, est-ce qu'on peut en conclure que 1 heure, c'est court et c'est la bonne durée? Il y a bon timing aussi. Bon, je vois parfait, mais c'est super, merci. Ça nous encourage parce qu'on manque de motivation en début d'année. Et surtout, parlez-en autour de vous, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas énormément communiqué en raison de la période de rentrée. Donc, parlez-en autour de vous et puis on vous mettra à disposition les replays des webinaires sur nos différents sites. Donc, voilà, pour ceux qui n'auraient pas pu être présents aujourd'hui, on communiquera sur les liens des replays. Super, alors moi j'en profite, du coup je continue. Donc le prochain webinaire, ce sera le 21 octobre. Là pour le coup, c'est le CUM qui prendra le lead sur ce séminaire-là et c'est sur l'impact de la crise sur les outils numériques. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place dans vos établissements, voir un petit panel et qu'est-ce qui demeure. Donc, on vous fait un appel à témoignage là-dessus. Donc, pour l'appel à témoignage, c'est le dernier slide où il y a les contacts. Voilà, webinaire, là pour le coup, ça serait sympa, au moins webinaire@cum.fr, vu que c'est nous qui allons prendre un peu le lead là-dessus. Donc, n'hésitez pas à nous proposer vos retours d'expérience. Voilà, on a formalisé un petit questionnaire. Donc, nous, c'est surtout, on va voir bien entendu ce qui est toute la partie pédagogie, ce qui a été mis sur la partie pédagogie,
sur la partie service support, tout ce qui est administration, et puis tout ce qui est transverse, sécurité, tout ce qui est transverse à la pédagogie et à l'administration. Voilà, pour faire court. À 12h30, on a fait on est super. Donc, on vous remercie vraiment tous d'avoir participé à ce webinaire. Et puis, voilà, on espère vous retrouver. On vous donne rendez-vous aux assises. Oui, aux assises. Aux assises du CIR dans 10 jours. Moi, je ne serai pas. Avec plaisir. Bon, moi je fais coucou à ceux qui sont là et que je ne verrai pas aux assises. Malheureusement, je ne peux pas venir. Donc, venez nombreux au prochain webinaire du 21 octobre. Merci. Très bien, rendez-vous dans un mois. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Et merci à Lanstia pour l'organisation merci. qui a mis en place toute la merci partie. Lanstia. Et merci au CUM pour l'animation.